Bonjour, bonjour à tous, prenez place. Bienvenue dans la cérémonie de remise du prix du Club des 30, cérémonie que je suis ravie de partager avec vous. Alors, en bonne journaliste politique, ça fait longtemps que je ne m'étais pas plongée dans des dossiers financiers, depuis mes débuts de journaliste économique et puis mes études à Dauphine aussi, donc je suis ravie de m'y remettre avec vous ce soir. Ça fait aujourd'hui 15 ans que le prix existe. Alors pour certains d'entre vous, ça pourrait peut-être commencer à ressembler à de la routine, sauf que non. Il y a une nouveauté cette année. Pour la première fois, le jury du prix est présidé par une femme, Sophie Stabile, ici présente. Donc directrice générale finance, d'accord, et puis accessoirement, c'est aussi la première fois, je crois, que ce prix est animé par une femme. Alors ça me fait très plaisir parce que ça me permet à moi aussi d'être la première aujourd'hui. Voilà, non mais c'était pas pour ça. Voilà, alors pour le reste, cette féminisation ne change rien, absolument rien, au déroulement de la cérémonie. Vous allez avoir droit à une petite heure de suspense avant le clou de la cérémonie, à la remise des 2 prix sélectionnés par le jury. Donc avant cela, il y aura une table ronde où nous débattrons et où nous dresserons le bilan des opérations financières de 2014 présentées lors de ce prix. Alors les intervenants sont ici déjà, donc outre Sophie Stabile que j'ai citée, Philippe Marien, voilà, au centre, directeur financier de Bouygues et président du Club des 30, Bernard Ramanantsou à sa gauche, directeur général de HEC Paris, Hervé Elias, juste ici, pardon, je me pousse un petit peu pour qu'on puisse vous voir, président de Mazars en France, et Marc Gerretsen, directeur, voilà donc le dernier intervenant à gauche de la scène, directeur général de PwC Advisory. Donc les participants ont déjà pris place, mais d'abord un petit mot d'accueil du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France, monsieur Jean-Paul Vermès, qui va nous rejoindre au pupitre. Donc, qui nous reçoit d'ailleurs ce soir dans ce lieu magnifique. Merci, monsieur. Monsieur le Président, cher Philippe, Madame la Présidente du jury, chère Sophie Stabile, Mesdames, Messieurs, chers amis, comme j'ai l'habitude de le dire, cette maison est la vôtre puisque c'est la maison des entreprises. Et nous sommes très heureux de vous y accueillir. Alors c'est un établissement public, ce qui nous vaut d'être dans le plan Vigipirate sans qu'on l'ait choisi, ce qui vous a valu quelques petits impédimenta à l'entrée, mais il ne faut pas nous en vouloir. Nous sommes un établissement public et nous sommes fiers de l'être. C'est toujours un grand plaisir que d'accueillir la cérémonie de la remise du prix de la meilleure opération financière de l'année, ici à l'hôtel Potoki, qui est le siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Je représente ce soir mon président, Pierre-Antoine Gailly, qui exprime ses regrets, mais qui n'est pas à Paris en ce moment, et il m'a demandé de vous saluer. Comme Pierre-Antoine, l'un et l'autre, nous attachons beaucoup d'importance à votre initiative. En premier lieu, parce qu'HEC Paris y est associé, et je salue son directeur général, Bernard Ramanantsou, ici présent, pour les résultats merveilleux qu'a HEC en ce moment dans tous les classements, et on a beau dire les classements ça compte, et on a de quoi être fiers, et je le remercie une fois de plus pour ce qu'il fait. C'est naturel que cette grande école de la Chambre de commerce soit associée à cette manifestation, grande école dont les anciens élèves grossissent les rangs des institutions financières de notre pays et parfois notre partenaire. En deuxième lieu, nous répétons à chaque édition, les principes qui vous animent, les valeurs que vous portez rejoignent les nôtres. Vous avez adopté une méthode de sélection originale, mais rigoureuse, pour créer un prix inédit qui s'inscrit dans la durée. Vous avez posé comme critère de sélection l'innovation, la création de valeur, la compatibilité avec la stratégie de l'entreprise, la qualité d'exécution et l'impact sur l'environnement social et économique de l'opération. Comme il faut toujours avoir une citation, j'en ai une toute prête de Warren Buffett qui est « Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous gagnez ». Je pense que c'est à peu près réaliste. Ce qui rend votre démarche exemplaire, c'est avant tout la méthode qui permet de vérifier ces critères. Bien sûr, un jury, l'examen approfondi des dossiers, mais j'allais dire surtout l'audition des candidats, le grand oral. Vous entendez les entreprises, elles défendent leurs dossiers, elles expliquent leurs motivations, elles exposent leurs objectifs.
Si on jette un regard sur les précédentes éditions et les opérations financières que vous avez distinguées ces dernières années, on peut relever que ces opérations ont fait date et que vous ne vous êtes pas trompé dans vos choix. Au-delà du montant des opérations financières récompensées qui s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros ou de dollars, ce qui ressort de votre sélection, c'est évidemment l'objectif de croissance, de développement dans la durée qui est servi par l'engagement des banques et le caractère particulièrement innovant des dispositifs utilisés. Je ne vous cacherai pas que notre pays en a vraiment besoin en ce moment. Je pense par exemple au prix de 2013 qui a distingué une opération remarquable inaugurant le marché des Euro Private Placement en France, notamment. Les ETI ont besoin de cet outil pour garantir leur développement. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, que ce soit de bon augure pour la croissance de notre pays. À nouveau, je suis fermement convaincu que notre pays peut s'en sortir. C'est grâce à des personnes qui sont dans cette assemblée ce soir que ce pays redeviendra ce qu'il n'aurait jamais dû manquer d'être. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, on a commandé un peu de soleil, donc tant mieux pour cette belle journée, un peu fraîche toutefois. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Jean-Paul Vermès. Alors, vous avez commencé à évoquer le processus de sélection. Et bien justement, avant la remise des prix, nous allons explorer les coulisses de ce prix avec ces débats, ces confrontations, ces auditions. Il y a 7 finalistes ce soir. Alors, comment s'est passée la sélection, Sophie Stabile, et combien de dossiers au départ? Donc, la présidente du jury va tout nous dévoiler au pupitre. Alors, tout d'abord, première question, comment avez-vous abordé votre rôle de présidente du jury, puisque c'est votre première année? Alors, je l'ai abordé avec beaucoup de sérieux et d'humilité. Et j'avais aussi Philippe Marien qui a été là pour m'appuyer et qui n'a pas été avare de ses conseils et surtout de son expertise. Alors, en tant que présidente du jury, je me suis aussi employée à faire en sorte que chacun puisse exprimer en fait ses vues. Et surtout, le palmarès de ces prix du Club des 30 est une synthèse que je sais habile et pertinente de beaucoup de savoir-faire. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Si on additionne, forcément je suis financière donc je vais parler de chiffres, si on additionne toutes les années d'expérience du jury, on arrive à une dizaine d'années, voire même près d'un siècle, de savoir-faire financier et stratégique qui se voit assez rarement. Alors je voudrais aussi en premier lieu remercier particulièrement Jean-Paul Vermès qui nous accueille ce soir, mais également Mazars, PwC, Brandford Griffiths, Linklater, HEC, Option Finance et également les Échos. J'insisterai aussi sur le travail des étudiants HEC, puisqu'ils nous ont quand même démontré qu'ils avaient de l'ambition et les moyens de dessiner leur avenir comme ils l'entendaient. Alors derrière l'aridité des chiffres, ce qui m'a marqué et ce qui nous marque chaque fois, c'est qu'il y a toujours des histoires passionnantes. Alors notre rôle aussi, au sein de ce jury, c'est de pouvoir mettre en lumière ces aventures humaines que sont ces fameuses opérations financières. Alors, je rappellerai aussi ce que récompense ce prix. D'une part, forcément, la qualité d'exécution, la mécanique de précision, l'ajustement de la cible, le choix du moment de l'action et toute l'inventivité et aussi toute l'habilité dont il a fallu faire preuve pour réussir soit une fusion, une acquisition, qui souvent change le destin d'une entreprise, ou une opération de financement qui va lui permettre d'avoir la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie. Et tout ça, bien évidemment, en respectant l'éthique, c'est-à-dire en gardant l'objectif d'un développement à long terme, en favorisant à la fois la richesse humaine des sociétés, qui, on l'oublie souvent, est une grosse partie de son capital, ainsi que ses parties prenantes. Et ces euros, il y a eu des débats d'ailleurs assez longs, j'ai entendu 2 heures pour départager le départage final. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de tous ces euros? Alors déjà, je voulais remercier la qualité à la fois des CEO, des CFO et surtout de leurs équipes aussi, qui se sont vraiment prêtés au jeu avec beaucoup de bonne grâce, mais aussi de passion et de fougue. Et chaque fois, toutes les prestations ont été fouillées, habiles. Je dirais même qu'ils nous ont systématiquement offert un panorama détaillé de la situation opérationnelle et financière de leur société.
Ces oraux, je dirais, en tant que directeur financier, nous ont permis de sortir de nos sillons et de mesurer aussi à quel point la France a des talents, de l'ingéniosité et de l'entrain pour se battre sur un marché mondialisé et digitalisé. Je pense que vraiment, nous avons de quoi répondre à tous les chantres de la morosité et du déclinisme. Alors, ils sont 7, hein, il faut le dire, 7 finalistes ce soir. Vous pouvez peut-être nous redonner leur nom et puis nous expliquer combien il y avait de dossiers au départ et voilà, comment vous vous y êtes pris du coup pour les départager pour arriver à ces 7 finalistes dans 2 catégories, hein, c'est bien ça. Alors les discussions ont été vives. Au départ, nous avions 27 dossiers. Les 7 opérations sélectionnées, forcément, avaient toutes les qualités que nous aurions voulu récompenser. Il a fallu en choisir 2. Ça n'a pas été vraiment très simple. On a eu pas mal d'heures de débat, vous l'avez mentionné, parfois enflammés, mais toujours passionnés pour y arriver. Alors dans les opérations, les 7 finalistes sélectionnés sont Ingenico, le spécialiste français des terminaux de paiement, qui a racheté le numéro mondial, le néerlandais Global Collect, Publicis et son OPA sur le spécialiste américain de la publicité digitale Sapien, Numéricable, qui apparaît à la fois dans la catégorie fusion-acquisition et dans la catégorie opération de financement pour le rachat de SFR et l'introduction en bourse d'Altis, la mise en bourse de Ronex, l'augmentation de capital de PSA Peugeot Citroën dans le cadre de la vaste restructuration financière de l'entreprise, et pour finir, l'émission obligataire d'$1 milliard de ST Microélectronique. Alors, je voulais quand même rajouter un petit mot sur les directeurs financiers. 2 d'entre eux, avec leur société, vont être mis en vedette. Et je voulais juste rappeler le rôle des directeurs financiers, qui sont d'abord au service des autres, et également les qualités qu'il faut déployer pour réussir. Du management, bien sûr, de la loyauté, de l'habilité, et surtout, je dirais, une bonne dose d'astuce. Le DAF, c'est un peu le chef d'orchestre. Même s'il sait jouer d'un instrument, il ne peut pas tous les maîtriser aussi bien que ses musiciens. Pourtant, je dirais sans lui, l'orchestre, même s'il est composé de génie, reste impotent. Il a besoin de la personnalité du chef d'orchestre pour créer l'harmonie. Alors, sans nous prendre pour des artistes et sans attendre que le public s'extasie sur la beauté de nos bilans financiers, malheureusement, nous sommes aussi un peu là pour que tout marche ensemble et pour que chacun puisse jouer au mieux sa partition. Eh bien, merci Sobi Stabile, donc chef d'orchestre, hein, qui nous a dévoilé les coulisses aussi du prix. Alors, lors de la table ronde qui va suivre, nous allons la lever le voile cette fois sur les opérations financières présentées, sur les finalistes aussi, et plus généralement sur les grandes tendances 2014. Alors, je vais commencer par donner la parole, il y a du bruit, à Philippe Marien, directeur financier de Bouygues. Alors, vous étiez l'an dernier à la place de Sophie Stabile, président du jury. Cette année, vous présidez le Club des 30. Alors, question très simple, quelles sont les caractéristiques, les grandes caractéristiques du cru 2014 ? 2014, dans le monde financier, ça a 2 caractéristiques essentielles qui n'a échappé à personne. C'est des liquidités d'une abondance rarement égalée et des taux d'intérêt à un niveau extrêmement bas. Donc deux éléments extrêmement marquants sur l'exercice 2014 et qui ont eu comme conséquence d'examiner des opérations qui à la fois étaient des opérations importantes en fusion-acquisition. On a vu cette année, enfin en 2014, contrairement aux quelques années précédentes, des opérations de très grande taille, de très grande envergure. Et puis on a vu des montages financiers, là aussi extrêmement importants, les accompagner. Donc on peut dire, si on se recule un peu par rapport aux années qui viennent de s'écouler, finalement on est dans la 3e phase de la post-crise 2008. Hein. Suite à 2008, les opérations qu'on observait, c'était des opérations de sécurisation financière. Les entreprises avaient besoin d'assurer de la liquidité, d'assurer leur ligne de crédit, d'être sûres d'avoir les moyens financiers pour faire face à la difficulté de cette période. Ensuite, la 2e période, ça a été une période dans laquelle on a vu des recentrages sur le core business. On cédait, et on a récompensé les opérations de cession, on cédait des opérations, des activités qui ne semblaient pas être au cœur de l'activité, là aussi toujours en termes réactifs. Cette année, et donc c'est la 3e phase après cette période difficile,
On voit des entreprises qui ont des véritables stratégies long terme et qui, grâce à des conditions financières favorables, ont pu les mettre en place et les exécuter. D'accord, alors vous parlez des conditions financières favorables. Avec des entreprises qui ont des stratégies de long terme, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait aussi eu des opportunités financières qui aient été saisies. Ça a été le cas ? Alors, ce qui a été saisi, c'est l'opportunité de faire. Mais ce qui a été frappant dans toutes les opérations qu'on a examinées, c'est le fait que c'était des opérations stratégiques au sens où les cibles étaient connues des entreprises, avaient déjà été approchées d'une façon ou d'une autre, étudiées, et que le moment et les conditions du marché financier, plus un certain nombre de conditions d'opportunité, ont permis de faire ces opérations. Oui, ce n'est pas une logique purement financière. Alors, exactement. Et ça peut paraître d'ailleurs paradoxal. Vous avez une explication à avancer à ce qui peut paraître je ne sais pas si c'est paradoxal. En tout cas, pour un directeur financier d'une entreprise industrielle, je trouve ça plutôt rassurant. Plutôt rassurant, d'accord. Oui. D'accord, rassurant. Peut-être Margaret Sen, on vous redonnera la parole plus tard, donc directeur général de PwC, peut-être une petite réaction aussi à ce paradoxe rassurant. Oui, ça peut paraître paradoxal qu'en effet on n'ait pas, si le micro marche, merci, une inflation d'opérations vu les conditions financières, et on observe quand même que ces opérations stratégiques, elles anticipent en tout cas beaucoup de synergies. Et qu'en effet, il y a des montants très importants de synergie qui sont annoncés au moment de l'opération, qui sert aussi à justifier le prix. Donc se pose aussi la question de la réalisation de ces synergies après. On en a parlé en effet dans les débats. On se posait la question en effet de savoir si les synergies qui étaient annoncées étaient ou pas raisonnables. Oui, ça on y reviendra. Mais sur l'explication, alors sur le paradoxe, sur l'explication, vous n'aviez pas, non, rien n'a avancé. Bon, donc c'est une bonne nouvelle, d'accord. Bon, on s'en tiendra là. Et alors, et puis dernière chose aussi peut-être pour terminer, Philippe Marien, sur ces facilités, concernent-elles toutes les entreprises, spécialement les plus grandes, on imagine? Comment ça se passe pour les autres? Oui, je crois qu'il faut quand même qu'on reste très réaliste. C'est-à-dire que cette abondance de liquidités, ces taux très bas permettent évidemment aux grandes entreprises, qu'on représente beaucoup ici, de faire des opérations extrêmement intéressantes dans d'excellentes conditions. Bon, il ne faut pas oublier en effet le tissu des PME pour qui la situation est un petit peu plus difficile. Et on le voit bien tous avec nos sous-traitants, nos fournisseurs. Donc il faut faire attention à ne pas avoir une image trop déformée de la situation financière. C'est pas facile, parce que c'est jamais facile, même pour une grande entreprise, mais en tout cas les conditions sont extrêmement favorables. C'est un peu plus compliqué, et ça reste un peu plus compliqué pour les entreprises de taille intermédiaire ou les PME. D'accord, alors on a commencé à évoquer les synergies aussi mises en avant dans les projets que vous avez étudiés. Je vais donner la parole à Sophie Stabile, justement, présidente du jury, sur ces synergies et puis sur ce qui vous a frappé plus largement lors de ces auditions. Alors, comme l'a précisé Philippe, c'est vrai que toutes les opérations qui ont été regardées, en particulier sur les opérations d'acquisition, on s'est rendu compte en fait que les cibles étaient très bien connues par les sociétés. Et on s'était pas, en fait, comme il a pu y en avoir lieu avant les années 2008, sur des opérations un peu d'acquisition tout azimut, avec des opérations qui ont été bien pensées en termes de synergie. Et qui dit une société qui est mieux connue par la société qui l'achète, forcément en termes d'intégration, c'est beaucoup plus facile in fine, et donc on arrive beaucoup plus facilement aussi à délivrer les synergies. D'accord, donc vous avez mesuré des vraies conséquences lors de vos auditions, lors de vos études de cas sur l'intégration après des entreprises. Alors mesurer pour certaines ça a été un peu compliqué, puisque certaines sont arrivées récemment, mais on en a tenu compte en fait en termes de potentialité, d'intégration et de synergie pour l'avenir. Vous avez des exemples d'ailleurs à nous donner justement ? Dans les opérations qui avaient été regardées bien en amont et dont les sociétés connaissaient très bien la cible, il y a forcément Publicis avec Sapien et Global Color avec Ingenico. D'accord. Global Collect, pardon. Global Collect, d'accord. Puis il y avait un troisième dossier, puisqu'il y a 3 finalistes dans la catégorie fusion-acquisition. C'est le rachat de SFR par Numéricable. Alors on en parle beaucoup en ce moment, avec aussi des nouvelles opérations de croissance externe du groupe qui suscitent des interrogations. J'imagine que c'est un dossier aussi, l'endettement du groupe, sur lequel vous vous étiez penché lors de ces auditions.
Vous Oui, avez un commentaire à faire ? sur toutes ces opérations, c'était une opération techniquement qui était pour nous qui était assez incroyable. Mais c'est vrai qu'on s'est aussi pas mal posé la question en termes de synergie, du niveau d'endettement qui avait été mis en fait sur cette société. Donc ça a fait aussi partie des critères de notre sélection. Merci. Alors, c'est vrai que parmi les exemples, hein, les 3 cas, les 3 finalistes, il y a des cas de rachat par des entreprises françaises, d'entreprises étrangères. Alors, Marc Gerretsen, je voulais vous faire réagir parce que vous avez, vous, des conclusions intéressantes justement sur les tendances qui peuvent aller contre les idées reçues. Puisqu'aujourd'hui, hein, les Français, on en parle énormément dans la presse, s'inquiètent des rachats des fleurons de l'industrie française par des groupes étrangers. Alors voilà, qu'en est-il, hein, parce que là, on a l'impression qu'il y a aussi beaucoup de rachats d'entreprises étrangères par des entreprises françaises. Alors est-ce que ça traduit une vraie tendance, hein? Alors en effet, au-delà de l'émotion et des unes des journaux, il faut regarder les faits. Donc Oui. en effet, je me suis amusé à un petit exercice consistant à regarder les opérations qui ont été annoncées depuis le 1er janvier 2014 dans le sens achat d'entreprises étrangères par des groupes français ou achat d'entreprises françaises par des groupes étrangers. En nombre, on est à peu près au même niveau. En valeur, selon que l'on considère l'opération Lafarge-Holcim comme une acquisition ou une fusion, soit en effet on est dans un solde qui est négatif pour les entreprises françaises, ou il passe dans l'autre sens au bénéfice des entreprises françaises. Donc je trouve qu'en fait, par rapport à ce qu'on peut voir Voilà. à la une des journaux, même si c'est négatif, c'est pas si négatif que ça. C'est plutôt ça, rassurant si je de voir bien, que d'accord. certes, en effet, un certain nombre de nos fleurons industriels font l'objet d'acquisition par des groupes étrangers, mais qu'à l'inverse, et les exemples que l'on a examinés dans le cadre des travaux du Club des 30 le montrent, qu'un certain nombre de fleurons d'autres pays font l'objet d'acquisition par des groupes français, et c'est rassurant. D'accord, donc vous vous inquiétez aussi pour les autres pays. Finalement, l'inquiétude des Français n'est pas, d'accord, pas légitime, et c'est pas un hasard d'avoir deux finalistes sur 3 qui sont dans ce cas de figure. Alors, autre sujet, là aussi, qui peut aller contre certaines idées reçues, le prix de ces acquisitions, hein, voilà, est-ce que les conditions financières favorables font monter les prix? Est-ce qu'il y a des bulles qui sont en train de se créer? Alors peut-être. Ah. Dans le cadre de la même analyse, donc en regardant les multiples payés, là je parle, c'est l'ensemble du marché M&A au niveau mondial, depuis janvier 2014. Au cours des 2 premiers trimestres de 2014, le multiple d'EBITDA moyen est autour de 10, ce qui est déjà assez élevé, mais peut paraître raisonnable. Par contre, sur les 3 derniers trimestres, donc depuis juillet 2014, le multiple moyen des opérations de M&A dans le monde s'établit entre 12 et 13. Donc on voit assez clairement une augmentation des multiples qui sont payés, sans pour autant, comme Philippe le disait tout à l'heure, que ce soit poussé par des logiques purement financières. D'ailleurs, par exemple, les fonds d'investissement, le private equity, sont beaucoup moins présents sur les opérations, par exemple, de large cap qu'ils ne pouvaient l'être en 2007-2008. Donc on sent, et ça rejoint notre propos tout à l'heure sur les synergies, qu'en effet, les prix montent, les conditions financières le permettent, mais les considérations stratégiques et les synergies qui sont anticipées sont là aussi à l'appui de ces valorisations. Reste la question de savoir est-ce que ces synergies annoncées, on va les réaliser? Ça devient un élément très important de la communication. On voit en effet que les groupes communiquent fortement sur les synergies en préalable de ces opérations. Donc se pose la question de la traçabilité et du suivi de la réalisation de ces synergies. D'accord, parce que ce sont elles qui justifient justement les prix, et donc c'est ça qu'il faut suivre spécialement. Alors justement sur les synergies et puis les tendances, alors on a parlé des finalistes français qui achètent des entreprises étrangères. Il y a aussi 2 cas qui concernent des opérations d'acquisition de technologies et de compétences dans le numérique, hein, Ingenico et Publicis. Alors là aussi, on se demande si c'est représentatif d'un mouvement. Là, je me tourne vers vous, Hervé Elias, PDG de Mazars en France, sur ce sujet-là. Oui, il y a très clairement un mouvement qui est lié à l'acquisition technologique et à la transition numérique. Alors, je ne parlerai pas, Philippe, du secteur des télécoms, parce que je pense que vous êtes beaucoup plus compétent que moi pour en parler dans ce domaine. Mais on voit bien qu'il y a eu quelques opérations très technologiques, et on l'a déjà cité, l'opération Ingenico Global Collect, qui est une opération par laquelle Ingenico a acquis le savoir-faire des paiements sur Internet transfrontaliers, ce qui nous permettra à tous de faire des achats sur des sites en ligne dans n'importe quel pays, et puis surtout de connecter le monde du paiement par Internet avec le monde du paiement sur terminal numérique, ce qui veut dire que concrètement, vous pourrez faire un achat dans une boutique, vous le faire rembourser sur Internet, et c'est une technologie qui aujourd'hui n'existait pas.
Mais je crois qu'il y a une opération qui m'apparaît aussi tout à fait remarquable, qui est celle de Publicis Sapient, d'abord par sa taille. C'est une opération de presque 2,9 milliards d'une entreprise qui est très technologique, qui fait environ 1,3 milliard d'activité, les 2/3 de ses effectifs qui sont en Inde. Et finalement, cette opération, je pense qu'elle pourrait marquer la réponse des entreprises au 4e temps du virage digital. Alors le premier, rappelez-nous le premier, le deuxième et le le troisième. premier temps, voilà. il est déjà très loin, c'est l'utilisation des outils. Le deuxième a été le passage au e-commerce. Le troisième, c'est tout ce qui touche à la relation client, marketing digital, et puis on arrive sur la technologie du big data. Et le quatrième, il est beaucoup plus profond, c'est le changement de business model que pourrait introduire la transition numérique, ce qu'on appelle souvent l'ubérisation, qui est un terme qui a été utilisé dans quelques présentations, et qui est le fait de pouvoir voir de nouveaux acteurs rentrer dans la chaîne de valeur, et des acteurs parfois que vous n'attendez pas. Et là, on est sur un sujet qui est beaucoup plus complexe parce qu'il est technologique. Il n'y a pas forcément les ressources à l'intérieur des entreprises pour le faire. Et c'est un sujet également d'innovation. Et là, on voit tout le monde de l'open innovation qui est en train de s'ouvrir. Et c'est un sujet de transformation. Et c'est là où probablement la croissance externe, qui sont des opérations très transformantes, peut être une réponse à ce besoin de technologie et de transformation numérique. D'accord, avec effectivement des bouleversements complets. Vous vouliez peut-être rajouter un petit mot, Philippe Marien, là-dessus? Oui, en effet, sur les sujets d'axes technologiques, on voit bien qu'un certain nombre d'opérations sont totalement centrées là-dessus. Je voudrais revenir sur un point qui est que toutes les opérations qu'on a vues sont toutes assises sur véritablement des réflexions stratégiques. Et alors on a beaucoup parlé là des opérations de M&A, mais c'est vrai aussi des opérations de financement. Elles sont toutes soit en accompagnement, ce qui est assez naturel d'une opération stratégique, mais même si on prend une opération comme la restructuration et le refinancement de PSA, on voit que même si on pouvait penser à l'origine que cette opération était finalement une opération totalement dictée par une situation d'urgence et d'endettement, finalement on voit que les solutions mises en œuvre sont des solutions qui sont totalement assises sur une approche stratégique. Que ce soit la recherche de marché, développement de marché chinois, ou que ce soit le fait d'avoir renforcé des liens avec un partenaire très très ancien. Donc ce qui est frappant par rapport encore une fois à la post-crise 2008, c'est le fait qu'on a vraiment un univers dans lequel les entreprises se sont remis à faire leur métier d'entrepreneur et à penser à leur développement. Et alors justement, ça nous amène à la prospective, du coup, pour terminer, Hervé Elias, dans ces conditions de marché, est-ce qu'on va continuer justement à assister à des vagues de rachats ou de fusions? Oui, probablement, parce qu'il y a évidemment les très grosses opérations que l'on peut voir, mais il y a aussi tout le deal flow des entreprises, et en particulier du middle market. Et on vient de terminer une étude auprès d'à peu près 150 directeurs financiers en Europe, et on voit bien que pour plus de 56% d'entre eux, la croissance internationale reste un objectif, et pour 50% d'entre eux, elle sera obtenue par le moyen d'une croissance externe. Et il y en a même, je dirais, un tiers qui considère qu'à 3 ans, ils feront 2 à 3 opérations de croissance externe. Donc le marché restera très actif, incontestablement. Le sujet qui ressort de cette étude, il concerne le financement, c'est-à-dire la capacité. Oui, j'allais vous le dire, comment on se finance, voilà. Capacité, puisqu'aujourd'hui, pour ces entreprises-là, et vous le disiez Philippe, il y a 3 possibilités. Il y a l'autofinancement, mais il aura à un moment une limite. Il y a les fonds, bien évidemment, et puis il y a le financement bancaire. Mais on voit bien qu'avec la pression de la régulation, le financement bancaire ne sera pas infini. Donc, je dirais que dans cette logique-là, l'initiative de la Commission européenne pour créer une union des marchés de capitaux, et vous avez vu les... Oui, alors justement, parce qu'il y a eu un rapport à ce propos et sur les nouvelles pistes explorées, un rapport au ministre des Finances, Michel Sapin, donc de ce rapport qui liste 25 propositions pour faire de la France le chef de file de l'union des marchés de capitaux. Alors ce rapport, je précise, a été rédigé par justement un spécialiste du droit boursier de chez Mazars. Alors quel impact ça peut avoir justement ?
Je pense que ce sont des pistes d'exploration. D'abord, il faut souligner l'objectif, qui est qu'on puisse avoir un financement par les marchés de capitaux en Europe qui passe de 20%, qui est sa part actuelle, à 40%. Et on sera encore loin de ce qui se fait aux États-Unis ou ce qui se fait sur d'autres marchés, mais ce sera déjà un progrès considérable. Alors après, il y a tout un ensemble de mesures. Relâcher la pression de la régulation sur les banques et sur les assureurs est une des mesures. Il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la finalité de cette réforme. Alors après, il faut qu'il y ait des actes qui aillent avec les objectifs. Des actes politiques, là, vous parlez, c'est ça? Exactement. D'accord, des actes politiques. Si quelqu'un veut réagir, un petit mot là-dessus. Non, alors on va donner la parole à Bernard Ramanantsou, directeur général de HEC Paris. Donc je le rappelle, vous l'aviez dit, 3 étudiants, dont 3 étudiants ont suivi et participé cette année encore au processus de sélection des opérations financières. Alors votre spécialité, c'est la stratégie industrielle, on y reviendra aussi. Mais tout d'abord, peut-être un petit mot sur le retour que vous ont fait vos étudiants suite à leur participation à ce jury. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, très clairement, d'abord, un très grand merci au Club des 30 d'associer HEC à ce prix et à cette manifestation, de le faire avec beaucoup de fidélité, puisque ça fait plusieurs années qu'on est là. Et si je précise ce merci, c'est notamment par rapport justement à la pédagogie et donc par rapport aux élèves. Merci beaucoup d'associer les élèves d'HEC, en particulier du Master Finance. Je crois que c'est pour eux une occasion exceptionnelle que vous leur manifestiez cette confiance et que vous les tutoriez, que vous les coachiez, puisqu'ils sont associés à l'analyse des dossiers, avec en plus c'est génial, puisque c'est en même temps, ils sont très autonomes et en même temps, ils sont coachés. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, vous leur faites le plaisir, le bonheur de les inviter à vos délibérations et aux oraux. Et donc, merci, et comme on dit, pourvu que ça dure, parce que je pense que vous leur donnez en particulier le sens, c'est un très bel exercice pédagogique, puisque à la fois, ils peuvent tester ce qu'ils ont appris dans les cours, et en même temps, de voir que c'est du concret, tous les mots que vous avez les uns et les autres, et en particulier ce qui vient d'être dit sur le stratégique, je pense que c'est quelque chose de très bien. Donc un très très grand merci pour ça. Puis un merci aussi parce que quelque part vous nous permettez de renforcer la force d'HEC dans le domaine de la finance, que ce soit à travers les élèves qui sont, les programmes sont très bien classés mondialement, que ce soit à travers le corps professoral qui fait de très bonnes recherches en finance, que ce soit à travers le club finance qui permet justement d'échanger avec le monde de l'entreprise dans ce domaine-là. Merci à Philippe Gaune qui est dans la salle pour ça. Donc, alors vous avez un grand évoqué merci. Ce que le club apporte aux étudiants. On a envie de savoir aussi ce que les étudiants apportent au club, justement, peut-être. Le regard d'étudiants, ça vous fait penser différemment, Sophie Stabile? Forcément, ils amènent de la nouveauté, de la fraîcheur sur un certain nombre de sujets. Et puis, c'est toujours agréable de pouvoir partager son expérience. Et c'est vrai qu'on a mis en place un système pour les faire participer. Et ils sont entre guillemets, coachés par 2 membres du club. Et c'est vrai que les dossiers sont regardés en profondeur, en préalable, justement, entre les étudiants et les membres du club. Donc c'est quelque chose qui est très important à la fois pour nous, mais aussi pour eux. D'accord, on verra qu'il y a des questions d'ailleurs des étudiants tout à l'heure. Alors, dans cette table ronde, vous aviez évoqué d'ailleurs, Philippe Marien, le cas de PSA. Effectivement, il y a un an, on se souvient, l'entrée de l'État et du chinois Dongfeng au capital de l'entreprise, c'était avant tout une stratégie de sauvetage. Un an plus tard, donc l'entreprise est finaliste là, du Club des 30. Alors, est-ce que ça vous surprend, Bernard Ramanantsou? En un an, quand même, c'est... Non, c'est trop facile de répondre, ça ne me surprend pas. Non, la chose qui est, à mon avis, très intéressante, ça a déjà été évoqué, c'est le retour de l'économie réelle. Et justement, dans le cas de PSA, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas, ça a été très bien dit à mes yeux tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'est pas du sauvetage, ça n'est pas que de la finance, bien sûr c'est ça, c'est de l'économie réelle. Et quand je dis économie réelle, je veux dire par là que c'est le retour du stratégique.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tous les cas sur les dossiers qui sont là, et c'est une partie du retour de mes élèves, il y a ce côté, ça y est, la finance n'est pas, entre guillemets, indépendante. Ce n'est pas de la finance financière, comme on l'a fustigé pendant de nombreuses années. Et ça, pour moi, plus que de me surprendre ou pas, ça me rassure. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très fort. Un petit peu dans la même veine, je crois que, et PSA en a une belle illustration, on est en train peut-être d'assister à quelque chose de relativement nouveau, c'est-à-dire de montrer que les grands groupes ont encore un rôle majeur dans l'économie. Ces dernières années, on a eu un peu tendance à rêver, voire à dire un peu rapidement que les grands groupes seraient balayés dans les années à venir à cause ou grâce, ça dépend du point de vue, aux nouvelles technologies, qu'il n'y avait plus d'avenir pour ces grands groupes. En tous les cas, ces grands groupes non seulement résistent très bien, mais sont très innovants et apportent quelque chose de très fort, justement, d'un point de vue stratégique. Ce qui était rappelé tout à l'heure montre en plus que donc ils ont un rôle majeur dans une économie nationale. Et donc il y a quelque part un retour du stratégique. Et ce que montrent les dossiers cette année, c'est un retour du stratégique et un retour des grands groupes, pour caricaturer un peu, enfin pour simplifier un peu. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très... Enfin, moi, ça me plaît, quoi. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça me surprend, mais ça me plaît. Voilà. Oui, voilà, mais qui pourrait aussi être surprenant, effectivement, ce retour des grands groupes dont vous parliez. Alors, vous dites, ça ne me surprend pas, ça me fait plaisir. Peut-être pour terminer sur pour rebondir là-dessus, on en avait un petit peu discuté avant. Sophie Stabile, ça vous a surpris, vous, ce retour après un an? Justement, est-ce que ça pouvait s'anticiper, ce dénouement, d'avoir cette entreprise finaliste, selon vous? Non, je pense que... Voilà, donc ça surprend personne, en fait, finalement. Non, je pense que voilà, Philippe a bien expliqué en fait les différentes phases. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les sociétés se concentrent en fait sur leur corps de métier et sur leur stratégie versus en fait ce qu'on a pu voir les années précédentes. Donc non, ça ne me surprend pas. Bon, alors par contre, il y aura peut-être des surprises dans la remise des prix. On va passer maintenant donc au clou de la soirée, au dénouement. Donc la remise des prix, il y en a deux, je le rappelle. Alors le premier est décerné pour la meilleure opération de financement. Il y a 4 finalistes et le prix est remis par Sophie Stabile. Alors est-ce que vous pouvez vous rendre au pupitre et puis dévoiler parmi les 4 finalistes le choix et les motivations du jury? Alors dans la catégorie financement, le prix vient récompenser à la fois une entreprise qui était au bord du démantèlement, une recapitalisation qui a été innovante, qui a été faite en 3 volets, à la fois augmentation de capital, renouvellement de crédit, mais également partenariat bancaire, une opération qui était aussi complexe, je dirais du fait de la typologie de ses parties prenantes, un timing qui n'était pas facile, et puis un partenariat industriel et commercial qui avait ouvert de nouvelles perspectives opérationnelles pour rester comme ils nous l'ont si bien dit, back in the race. Vous avez tous compris que le prix dans la catégorie financement est décerné à PSA Peugeot Citroën et j'ai le plaisir d'appeler Louis Gallois. Mais bien entendu, vous dites un mot, alors peut-être au pupitre. D'abord, voilà. je veux vous dire que je suis extrêmement honoré au nom de PSA d'être ainsi choisi. Ce n'était pas du tout, comme vous l'avez dit, évident. Ce que je regrette, c'est que l'acteur véritable de cette augmentation de capital, Jean-Baptiste de Châtillon, qui est actuellement en Chine, n'est pas là pour s'associer à notre plaisir. Mais juste un mot, puisqu'il faut parler de l'entreprise. Ça a été d'ailleurs bien dit. Ce qui est intéressant dans cette affaire, ce n'est pas peut-être l'augmentation de capital en elle-même, même si elle était très réussie, c'est la séquence dont elle est le centre. C'est une séquence
très complète. Il faut faire un rappel historique. PSA était une entreprise qui a pris de plein fouet la baisse du marché extrêmement forte de l'automobile en Europe, et PSA était particulièrement exposé au marché européen. La situation de l'entreprise a été extraordinairement difficile, perte massive de cash, perte d'exploitation, prime de risque considérable sur son endettement avec des agences de notation qui ont dégradé PSA, un cours de bourse qui a complètement dévissé. On se trouvait donc dans une situation qui était une situation assez critique. J'ajoute que la banque PSA Finance ne pouvait plus emprunter et qu'il a fallu que l'État vienne apporter sa garantie pour permettre à la banque, à la fin 2012, de continuer à emprunter. Et nous avons eu ensuite la séquence du redressement qui a été, j'en suis partie prenante, mais j'en suis surtout l'admirateur, parce que je vois ça un peu de l'extérieur, je suis président non exécutif. Mais nous avons eu en même temps, et ça a été bien dit, à la fois une opération d'augmentation de capital parce qu'il fallait trouver de l'argent, mais en même temps, cette augmentation de capital a permis de relancer et de donner une ampleur complètement nouvelle au partenariat avec Dongfeng, le chinois, avec une explosion de nos ventes en Chine et un alignement d'intérêts durable avec Dongfeng, puisque Dongfeng est à la fois notre partenaire industriel et notre actionnaire. Et donc, parmi les 6 ou 7 partenaires que Dongfeng a, il a Honda, il a Kia, il a Nissan, il a maintenant Renault. Il y en a un qui est PSA avec lequel il a un alignement d'intérêt complet. Et je pense que c'est une des raisons du succès de nos opérations en Chine. Et puis il y a eu le changement de management, le changement de gouvernance, avec la famille Peugeot qui s'est mis à égalité avec l'État et Dongfeng. On a cru à un moment que ça serait un monstre à 3 têtes, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Aucune de ces têtes n'a capacité de contrôle l'entreprise. Il n'y a pas d'action de concert, donc ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Et donc, nous avons maintenant... et la famille a dû faire un effort sur elle-même pour accepter ce retrait relatif dans le capital de l'entreprise et dans le contrôle qu'elle exerçait sur l'entreprise. Nous avons eu l'arrivée de Carlos Tavares, et le résultat à la fin 2014, c'est une activité automobile remise dans le vert, une génération de cash flow opérationnel de 2,2 milliards, qui fait qu'à la fin 2014, l'entreprise n'a plus de dette, alors qu'elle était fortement endettée au début de l'année. On a une banque qui, grâce à son alliance avec Santander, offre maintenant aux clients de PSA les meilleures conditions financières de la place pour l'achat des véhicules. Et ceci dans j'oubliais les actionnaires, le titre a plus que doublé, et l'opération d'augmentation de capital, loin de se traduire par une dilution qui aurait eu un effet négatif sur le cours, s'est traduit au contraire par une croissance extrêmement forte du cours, et nous sommes revenus dans le CAC 40 dont nous avions été chassés, et nous voyons les agences de notation qui sont en train de nous, progressivement, de nous re-rater. Donc on assiste à un redressement extrêmement rapide. Pour moi, je veux dire, une petite expérience industrielle tout à fait remarquable, et qui est un redressement sain parce qu'il ne se fait pas par une fuite en avant sur les volumes. PSA ne fait pas une performance extraordinaire sur les volumes de vente. Le redressement, il se fait par une baisse des coûts et une augmentation des prix. C'est-à-dire que ce redressement est totalement endogène. Et je pense que c'est la meilleure base
pour l'avenir. Alors, tout n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de chantiers qui sont menés par l'équipe dirigeante de l'entreprise, mais je dois dire que moi qui suis rentré au conseil de surveillance au début 2013 et qui suis actuellement le président de ce conseil de surveillance, c'est le jour et la nuit, dans la sérénité, dans la confiance et dans les perspectives d'avenir. Et c'est ça que vous avez bien voulu reconnaître. Je vous en remercie. Alors, ne partez pas tout de suite. La sérénité et la confiance, avez-vous dit, les perspectives d'avenir. Alors justement, sur l'avenir, il y a les étudiants qui font de la prospective toujours, avec Betzabe Ilouz, étudiante à HEC, qui a participé justement au jury et qui a une question à vous poser. Elle est quelque part par là, je ne la vois pas. Elle a un micro et voilà. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc, au début de cette cérémonie, nous avons beaucoup parlé de synergie. Et justement, vous avez estimé des synergies de 400 millions d'euros par an à partir de 2020. Donc à l'heure du retour de la croissance en Europe, comment comptez-vous atteindre ce chiffre aujourd'hui? Je pense qu'on le dépassera. Alors comment comptez-vous le dépasser alors? Les synergies avec Dongfeng, nous n'avons pas fini de les explorer. Nous avons... Moi, je suis très frappé de voir que cette alliance avec Dongfeng est une alliance extraordinairement dynamique. Nous avons signé... Excusez-moi, j'ai une petite machine dans ma poche qu'il faut que j'arrête. C'est pour savoir si vous avez eu le prix, peut-être. On vous interroge déjà. Voilà. Nous avons signé ce qu'on appelle un framework agreement avec Dongfeng, où il y avait mise en place d'un comité stratégique, gestion d'un bureau d'études commun à Shanghai, etc. Mais on s'aperçoit, mais dès maintenant, nous sommes bien au-delà de ce framework agreement. Nous avons décidé de lancer une plateforme automobile en commun. Nous allons intervenir ensemble en Asie du Sud-Est, etc. Donc les synergies, telles que je les vois avec notre partenaire chinois, je pense, iront nettement au-delà des chiffres que nous avions prévus de manière assez conservatrice, ou tout au moins avec la vision que nous en avions au début 2014. La dynamique de cette alliance est beaucoup plus forte. Il y a également des synergies qu'il ne faut pas totalement sous-estimer avec General Motors. Nous avions une alliance avec General Motors qui n'a pas donné ce qu'on pensait qu'elle pourrait donner parce qu'il y a eu un changement de management chez General Motors et que le nouveau management n'a pas souhaité investir lourdement en Europe. General Motors a retiré Chevrolet d'Europe et il estime qu'avec Opel, il en a assez et qu'il n'a pas voulu prendre de risques avec nous. Donc, cette alliance, ce partenariat a été ramené sur des points techniques, mais ces points techniques qui sont des points techniques forts et qui nous apportent également des synergies. Donc, les chiffres de synergie que nous avons mis dans nos plans d'affaires seront vraisemblablement dépassés. Bon, ben merci beaucoup, Galois. Alors... Et donc j'appelle maintenant Philippe Marien à venir au pupitre pour la remise du prix de la meilleure opération de fusion-acquisition, donc un vainqueur désigné parmi 3 finalistes. Expliquez-nous, donnez-nous votre choix et les motivations de ce choix. Alors, pour décerner ce prix de l'opération de fusion-acquisition, le jury a apprécié et a salué une opération qui... pour celui qui va la gagner, est extrêmement important puisque c'est sa plus grosse opération d'acquisition de toute son histoire, à la fois en termes de montant et de perspective et de développement stratégique. Le jury a salué une opération et salue une opération qui a été menée extrêmement rapidement et avec des conditions une qualité d'exécution remarquable. Une opération dont le prix d'acquisition s'est fait sur la base de multiples inférieurs aux opérations précédentes dans le même secteur, et puis une opération qui a été extrêmement bien accueillie par le marché, à la fois,
juste après l'opération et depuis l'opération. Et enfin, c'est une opération qui se situe dans un domaine hautement technologique et dans lequel cette société est un leader. Alors, je ne vous fais pas plus attendre. Le prix de la meilleure opération financière est attribué à Ingenico pour l'acquisition de Global Collect. Et j'appelle Philippe Lazare pour recevoir le prix. Philippe Lazare, PDG d'Ingenico, est invité à nous rejoindre. Voilà. Lui est accompagné de son directeur financier qui n'est pas en Chine. Voilà. Tout à fait ravi. Voilà un petit mot peut-être sur ce prix, cette surprise peut-être, et puis qu'il y ait peut-être une réaction aux commentaires qui ont pu être faits tout à l'heure aussi lors de la table ronde sur l'opération et les motivations du jury. Alors, premier mot, d'abord c'est un mot de remerciement. On est évidemment très flattés, très heureux et tout à fait satisfait de voir que cette opération de croissance a été saluée d'une part par nos actionnaires, par le marché, et puis aujourd'hui par un jury particulièrement compétent en la matière. Donc c'est une vraie satisfaction. C'est une opération qui s'inscrit dans une cohérence stratégique. On a depuis maintenant 5 ou 6 ans, peut-être un petit peu moins, bâti un plan stratégique qui est autour d'une stratégie multicanale qui consiste à être capable d'amener du paiement électronique sécurisé pour les commerçants, quel que soit leur canal de vente, c'est-à-dire en boutique, ça veut dire également sur Internet et également de façon mobile,